Bonjour, ceci est un enregistrement pour le Collège des médecines douces du Québec et nous parlerons aujourd'hui de l'encrassement cellulaire pendant la prochaine heure, ainsi que des traitements naturopathiques qui peuvent aider le patient victime d'encrassement cellulaire. Voici les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. D'abord, nous parlerons bien sûr un peu plus en détail de la définition de l'encrassement cellulaire, les toxines qui créent l'encrassement cellulaire bien sûr et les symptômes que l'encrassement cellulaire peut causer chez la personne atteinte. Nous parlerons beaucoup plus en détail des différents émoctoires, c'est-à-dire des types d'organes d'élimination et comment nous pouvons les soutenir naturellement par l'hygiène de vie et la botanique et d'autres suppléments naturels. Alors pourquoi parler de l'encrassement cellulaire? L'encrassement cellulaire est un thème très important aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde très toxique, très pollué, sûrement le plus qu'il n'a jamais été par des produits de synthèse notamment. Donc nous sommes victimes de la pollution dans l'air, de la pollution par les pesticides, par les hormones de synthèse dans l'alimentation, notamment l'alimentation animale, les toxines qui se trouvent dans nos produits cosmétiques que nous appliquons sur notre peau, les métaux lourds comme par exemple l'aluminium, l'or, l'arsenic, le plomb, qui se trouvent dans différents types de techniques de minage et qu'on retrouve hélas dans les océans et qui contaminent donc notre chaîne alimentaire. Nous sommes donc constamment en train de lutter contre ces toxines, d'essayer de les détoxifier par notre physiologie, mais une grande partie atteint quand même nos cellules qui lentement s'encrassent si rien n'est fait. Selon la naturopathie, une grande partie des maladies chroniques dont nous sommes victimes sont en fait dues à un encrassement cellulaire qui arrive chroniquement petit à petit sur plusieurs années. On voit de l'encrassement cellulaire chez les enfants déjà aujourd'hui à cause de notre style de vie et de notre monde moderne. Pour comprendre l'encrassement cellulaire, il faut d'abord comprendre que la cellule est une unité vivante et intelligente et qui se nourrit de la nutrition qu'on lui prodigue, ainsi de l'eau qu'on boit et de l'oxygène qu'on respire et du dioxyde de carbone, qui a lui aussi certaines fonctions dont nous ne parlons pas souvent. Grâce à cette nutrition, cet air et cette eau, la cellule est capable de continuer son métabolisme de façon ordonnée et efficace. La cellule étant vivante, elle va elle aussi produire des toxines, c'est-à-dire des déchets, qui sont normalement efficacement rejetés de la cellule et qui vont ensuite aller dans la matrice extracellulaire. C'est bien sûr aussi par la matrice extracellulaire que la nutrition arrive dans la cellule. La matrice extracellulaire, c'est donc l'environnement direct qui se situe autour de la cellule. Normalement, la nutrition doit rentrer correctement dans la cellule et les déchets doivent en sortir correctement. Tout ça se passe par le biais de la matrice extracellulaire. Souvent, on va se retrouver dans un double problème. Quand la matrice extracellulaire est chargée de toxines qui ont été évacuées de la cellule ne peut donc plus bien évacuer ces toxines vu que sa poubelle, entre guillemets, est pleine. Et l'accumulation de déchets dans la cellule et à l'extérieur dans la matrice extracellulaire va rendre cela très difficile pour que de la nouvelle nutrition rentre dans la cellule et pour que les échanges entre les cellules se fassent correctement. Bref, une cellule qui est encrassée ne peut plus communiquer avec son entourage correctement, ne peut plus s'alimenter correctement, ne peut plus recevoir de l'oxygène correctement, et donc elle ne peut plus bien fonctionner, avec l'apparition logique de symptômes donc. L'apparition des symptômes va dépendre bien sûr du terrain de la personne, de sa susceptibilité, de sa génétique, mais aussi bien sûr de son hygiène de vie et de son historique. Donc il est important de poser toutes les bonnes questions pendant l'anamnèse, c'est-à-dire le questionnement que l'on va faire lors de la première consultation pour comprendre bien l'historique du patient, les types de symptômes qu'il a, pour définir quel est le type d'encrassement cellulaire, si présent, affecte ce patient-là. On peut bien sûr se demander d'où viennent les déchets.
Les déchets viennent bien sûr du métabolisme de la cellule lui-même, c'est-à-dire que la cellule va rejeter du dioxyde de carbone, va rejeter une grande quantité de tout un tas d'acides différents qui sont simplement le résultat des processus biochimiques à l'intérieur de la cellule qui permettent à la cellule de vivre et de fonctionner. Donc par le simple fait d'être vivante, la cellule va produire des toxines, des déchets qui doivent être évacués. Bien sûr, nous allons aussi avoir des déchets qui viennent simplement par notre alimentation. Par exemple, certains aliments vont être mal digérés chez certains individus, comme les laitages, le gluten, euh, les oléagineuses. Tout aliment qui est devenu un aliment qui fait des intolérances alimentaires va donc être mal digéré et créer une réaction immunitaire. Et ce sont donc des déchets du métabolisme immunitaire ou alors des produits mal digérés qui doivent également être évacués de la cellule s'ils ont été absorbés au niveau de l'intestin grêle. Hélas, nous avons aussi l'exposition aux polluants, comme nous en avons parlé tout à l'heure, la pollution atmosphérique, les pesticides dans l'alimentation, les herbicides comme le glyphosate, les métaux lourds et bien sûr tous les produits de synthèse qui peuvent se trouver à l'intérieur des produits cosmétiques. Tout cela doit être reconnu puis évacué par nos cellules puisque ça a été absorbé à l'intérieur de la cellule pour ensuite être métabolisé et rejeté. Et enfin, il faut se rappeler que nous avons vraiment des milliards de bactéries, virus et mycoses qui vivent à l'intérieur de notre côlon, une plus petite quantité dans l'intestin grêle et une encore plus petite quantité au niveau de la muqueuse gastrique. Et ces individus, bactéries, virus et mycoses, vont eux aussi, par le simple fait d'être vivants, créer des déchets. Une partie de leurs déchets sont en fait de la nutrition pour nos cellules intestinales, mais une grande partie de leurs déchets est également absorbée par la muqueuse de l'intestin grêle et se retrouve par la veine porte dans le foie. Et si le foie n'est pas en très bonne forme, ces toxines vont se retrouver redistribuées au niveau d'autres cellules dans le corps. Et elles doivent ensuite travailler pour éliminer ces toxines. Nous avons aussi bien sûr des bactéries, virus et mycoses qui vivent à la surface de la peau, à la surface de nos autres muqueuses, comme dans la sphère ORL par exemple, ou au niveau gynécologique. Et ces bactéries, virus et mycoses vont là aussi produire certaines choses qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'enveloppe corporelle et donc devenir des déchets dont les cellules vont devoir se débarrasser. Donc, nous sommes constamment exposés à beaucoup de déchets et la cellule a du travail à faire pour réussir à se débarrasser de ces déchets, un travail que nous verrons bientôt n'est pas tout à fait aisé. En petit rappel anatomique, on voit ici sur l'image de droite donc le cœur avec ces deux compartiments, enfin en fait c'est quatre, mais sur le dessin on en voit donc surtout deux. Le compartiment qui est en rouge représente le sang oxygéné et le compartiment qui est en bleu, c'est le sang veineux, qui est donc le sang qui contient surtout du dioxyde de carbone. On se rappelle que par l'aorte, le sang va sortir du cœur et ensuite se distribuer par le biais d'artérioles et ensuite de plus petits capillaires dans les tissus du corps, où ils vont rencontrer les capillaires veineux qui se coalescent en vénules et qui deviennent ensuite des grosses veines et ensuite la veine cave qui revient jusqu'au cœur. On voit aussi ici sur le schéma de gauche ce qui se passe au niveau du lit capillaire. Donc on a une artériole et une vénule qui sont connectées entre elles par un lit capillaire. Le sang qui est oxygéné va sortir des capillaires, donc une partie des protéines qui constituent le sang va rester dans les capillaires et le fluide et une partie des plus petites protéines va ensuite s'évacuer au niveau de la lymphe, c'est-à-dire du tissu, ce qu'on appelle aussi le tissu interstitiel, qui devient ensuite la matrice extracellulaire. Donc ce qu'on voit ici sur le schéma de gauche, les petits ronds jaunes, ce sont des cellules et on voit bien qu'elles baignent dans un liquide qui est issu des artérioles et issu du sang, qu'on va appeler la lymphe, qui est très similaire au fluide interstitiel, qui est elle-même très similaire à la matrice extracellulaire. On voit ensuite que les déchets qui vont avoir été rejetés au niveau de la matrice extracellulaire, qui vont ensuite dans le tissu interstitiel, sont soit réabsorbés au niveau des capillaires pour aller dans les vénules pour se retrouver dans la veine cave et dans le cœur pour être évacués, ou alors une partie de ces plus gros déchets va se faire réabsorber par le système lymphatique, que l'on voit là en vert sur le schéma de gauche.
Ensuite, sur le schéma de droite, on voit encore ces canaux verts qui sont le système lymphatique, qui va ensuite redistribuer ses déchets au niveau des nodules lymphatiques. Et à un moment, au niveau de la veine thoracique, la lymphe va retourner dans le sang veineux pour ensuite être détoxifiée et évacuée du corps. On voit donc qu'au niveau de la lymphe, on va avoir tout un tas de déchets cellulaires qui sont aussi dans le sang veineux, mais on voit aussi que la matrice extracellulaire ou le fluide interstitiel, qui est aussi de la lymphe quelque part, même s'il n'est pas encore dans les canaux lymphatiques, c'est le fleuve nourricier de la cellule, mais c'est aussi l'endroit où la cellule va rejeter ses déchets, c'est-à-dire que c'est aussi le tout à l'égout de la cellule. Donc le fluide dans lequel baigne la cellule lui apporte de la nutrition, mais c'est aussi là où les déchets vont s'en aller. On comprend donc l'importance de la matrice extracellulaire. Elle est faite elle-même de lymphe et elle est très importante pour le bon fonctionnement de la cellule. La cellule échange constamment avec la matrice extracellulaire et donc si celle-ci est chargée de déchets, ça va devenir de plus en plus difficile pour que la cellule se débarrasse elle-même de ses déchets. Et quand il y a cet encrassement, la cellule aura de plus en plus de mal à trouver sa nutrition dans la matrice extracellulaire et la circulation sanguine, quand elle arrive au niveau de la cellule, va se faire de plus en plus difficile. Donc l'irrigation cellulaire en nutrition mais aussi en oxygène va être de plus en plus difficile, ce qui va forcément rendre le travail de la cellule très difficile. Il est intéressant de comprendre un peu mieux ce qui se passe avec les déchets cellulaires. Donc les tout petits déchets qui font moins de 20 micromètres, ils reviennent dans le lit capillaire, ils sont ensuite concentrés dans les vénules, ils retournent dans la veine cave, ils retournent au cœur, qui va ensuite distribuer le sang veineux dans nos différents organes d'élimination. Les principaux sont bien sûr le foie et les reins, qui constamment filtrent le sang pour enlever les déchets. Les déchets légèrement plus grands, c'est-à-dire ceux qui font entre 20 et 100 micromètres, ils stagnent dans la matrice, c'est-à-dire que le corps considère que la matrice peut s'en débarrasser tout seul par les processus de détoxification dans la matrice, ce qui était sûrement vrai quand on était exposé à beaucoup moins de polluants. Les déchets qui sont plus grands, c'est-à-dire plus de 100 micromètres, ceux-là retournent dans la lymphe, c'est-à-dire dans le système lymphatique, pour ensuite être détoxifiés par les ganglions lymphatiques qui vont aussi examiner ces déchets pour la présence d'antigènes et éventuellement créer une réaction immunitaire, par exemple s'il y a présence de résidus bactériens ou viraux. Et encore une fois, la lymphe va retourner au niveau de la veine thoracique dans le sang veineux qui va une fois de plus reprendre tous ces déchets et les faire passer dans nos organes d'élimination. Les organes d'élimination sont aussi appelés les émonctoires. C'est un vieux terme naturopathique pour parler de nos organes d'élimination. On voit sur ce schéma, et c'est aussi intéressant, qu'une partie de nos organes d'élimination sont aussi des organes d'absorption, c'est-à-dire que par les poumons, nous absorbons aussi de l'oxygène, par la peau, nous pouvons absorber par exemple de la vitamine D qui est produite après l'exposition au soleil, et bien sûr, au niveau de la muqueuse intestinale, nous absorbons la plus grande partie de notre nutrition. Nos principaux émonctoires, c'est-à-dire nos principaux organes d'élimination, sont bien sûr le foie, que j'aime appeler pas uniquement foie, mais en fait le complexe foie, vésicule biliaire, intestin, car ces trois-là travaillent vraiment très bien ensemble et on ne peut pas vraiment parler de chacun de ces organes de façon séparée quand on parle d'élimination. On a bien sûr aussi les poumons qui se débarrassent de beaucoup de protons, d'acide et bien sûr de dioxyde de carbone. Et nous avons les reins ainsi que la vessie qui nous aident à filtrer notamment les minéraux et certains types de polluants à l'extérieur du corps. Et bien sûr la peau. Quand on parle de la peau, qui est bien sûr un organe très très complexe, qui est fait de plusieurs couches, donc la couche cornée au-dessus, l'épiderme et le derme. Ce qui nous intéresse ici, c'est les deux types de glandes qui se trouvent au niveau de la peau, c'est-à-dire les glandes sudoripares, qui sont des glandes, on la voit ici à gauche sur le schéma, qui est donc une glande qui va produire de la transpiration, ce qui est extrêmement important pour la détoxification de beaucoup de polluants modernes,
mais aussi pour nous aider à nous débarrasser de certains types d'acides, de minéraux et de cristaux. Donc ça s'occupe de l'équilibre en oligo-éléments et minéraux du corps, ainsi que ça contribue également à l'équilibre acide-base dans le corps. Ensuite, au niveau de la racine du poil, nous avons des glandes sébacées. On voit ici leur contenu en vert car la glande sébacée produit du sébum qui normalement nourrit un certain type de bactéries sur la surface de la peau, mais est aussi importante pour lubrifier la peau, la rendre encore plus imperméable puisque le sébum est surtout du gras, c'est-à-dire que c'est une couche comme une couche d'huile sur la peau qui permet certains déchets hydrosolubles de rentrer au niveau de la peau. C'est pour ça que quand on veut que notre peau absorbe certains éléments importants, c'est-à-dire par exemple des vitamines, des plantes, on va les mettre sous forme de crème ou de lotion qui sont donc des éléments liposolubles qui se diluent dans le gras pour que ça puisse pénétrer cette première couche de la peau qui est en fait le sébum. Donc il est vraiment important de se rappeler de ces deux différents types de glandes car nous allons voir, elles ont un rôle très important dans la détoxification de l'organisme. Nous allons maintenant parler un peu plus en détail des différents émonctoires pour mieux les comprendre et ensuite savoir comment gérer quand il y a des symptômes et comment traiter ces symptômes. Quand nous parlons du complexe foie vésicule biliaire intestin, il faut bien se rappeler du cycle entéro-hépatique. C'est-à-dire que ces trois organes sont vraiment très connectés par une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire le foie va produire de la bile va aller dans la vésicule biliaire, qu'on voit ici en vert sur le schéma de gauche. Quand nous allons avoir un bol alimentaire qui contient du gras en particulier, quand ce bol alimentaire arrive au niveau de l'intestin grêle, la vésicule biliaire va se contracter, relâchant ainsi la bile produite par le foie et aider à la digestion des graisses, mais aussi à l'absorption de cholestérol et nourrir un certain type de bactéries au niveau de l'intestin grêle qui sont des bactéries bénéfiques. Le bol alimentaire va ensuite voyager sur tous les 6 mètres de longueur de l'intestin grêle. La nutrition va être absorbée au niveau de l'intestin grêle et ces nutriments très bien digérés vont nous revenir au foie par le biais de la veine porte hépatique qui est une très grosse veine. Donc en gros, tout ce qui a été absorbé au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire la nutrition, mais aussi les résidus toxiques produits par bactéries, virus et mycoses qui vivent dans notre flore intestinale, mais aussi des résidus par exemple de pesticides ou autres produits de synthèse, vont arriver au niveau du foie. Les cellules hépatiques, les hépatocytes, vont donc ensuite procéder à un premier tri, une première détoxification à cet endroit-là, tout en détoxifiant le reste du sang qui vient par le foie de l'artère hépatique, donc un sang qui a déjà voyagé dans le corps plusieurs fois. Les hépatocytes vont rejeter eux-mêmes tous ces déchets, en partie dans le sang veineux qui sort du foie, mais aussi dans la bile. Donc une grande partie de la bile va aussi être un moyen de détoxifier pour l'organisme au niveau du foie. Donc bien se rappeler de ce cercle vertueux, du cycle entéro-hépatique, pour bien se rappeler que le foie, c'est pas le foie tout seul, mais c'est le complexe foie vésicule biliaire, intestin et surtout intestin grêle. Quand nous parlons des déchets, nous parlons de deux types principaux de déchets, qui est encore une fois un principe traditionnel en naturopathie, mais c'est aussi un principe qui a été remarqué il y a déjà des milliers d'années par les anciens docteurs chinois qui ont développé tous les préceptes de médecine chinoise que nous connaissons aujourd'hui et ils ont raffiné ce concept encore plus. Donc on va dire qu'il y a deux types de déchets que l'on trie selon leur texture et leurs caractéristiques. Il y a les déchets de type colle et les déchets de type cristaux. Ils sont très différents et vont créer des symptômes différents. Pour la plupart des individus, on va avoir une tendance, si on peut dire génétique, à avoir plutôt un problème avec les déchets type colle que les types cristaux, mais ça peut très bien changer dans différents moments de notre vie. Et bien sûr, un individu peut aussi avoir les deux, surtout s'il est très encrassé. Donc les déchets de type colle sont surtout filtrés par le complexe foie vésicule biliaire intestin, mais aussi par les poumons et par les glandes sébacées dans la peau. Les déchets de type cristaux sont plutôt filtrés par les reins, les glandes sudoripares dans la peau et encore une fois,
le complexe foie, vésicule biliaire, intestin. Pourquoi il est important de comprendre ces principes? Simplement pour ensuite pouvoir appliquer correctement le principe de dérivation. Le principe de dérivation est très simple. Si en gros on remarque un déchet de type colle qui s'accumule chez une personne, par exemple une personne qui a constamment le nez bouché et qui tousse, qui est toujours en train de tousser, sans jamais être vraiment malade au niveau rhume, etc. On se rend donc compte que c'est l'émonctoire poumon qui est sur mon nez avec un déchet de type colle. On va en parler un peu plus dans une minute. Donc le poumon est en train d'essayer de détoxifier en produisant plus de colle qui finissent par elles-mêmes être un problème. Parce que forcément, si on a toujours la présence de ce mucus au niveau de la sphère ORL et des poumons, ça va être beaucoup plus facile d'attraper bactéries ou virus, créant un sujet qui est toujours malade finalement, et ça va commencer à créer des carences dans l'organisme et une personne qui a une qualité de vie un petit peu difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire, bon voilà, on a des déchets de type colle à évacuer, les poumons et la muqueuse respiratoire est surmenée, donc maintenant nous allons stimuler un autre émonctoire qui se débrouille très bien avec les colles, c'est-à-dire soit les glandes sébacées au niveau de la peau, soit le complexe foie, vésicule biliaire, intestin, voire les deux. Donc on essaie de distribuer la détoxification des colles dans l'organisme pour pas que ce soit simplement un émonctoire qui doit gérer tout ça et qui clairement n'y arrive pas vu qu'il est surmené. Pourquoi il est surmené? Soit parce qu'il y a un apport de toxines de l'environnement qui est trop important, donc des toxines qui créent des cols. Le laitage est un exemple classique. Les bébés qui boivent du lait de vache à longueur de journée et qui finissent constamment congestionnés au niveau de la sphère ORL. Parfois, il suffit simplement de réduire leur apport en laitage pour que ça se résolve. Donc il y a soit un apport de toxines de l'environnement qui est trop importante, soit on a un émonctoire qui est génétiquement peut-être déjà un petit peu fragilisé, donc on n'a pas des très bonnes enzymes pour gérer ce genre de toxines au niveau de cet émonctoire, alors on va essayer de le distribuer dans d'autres émonctoires. C'est ainsi qu'on peut aider la personne à se sentir mieux par le principe de dérivation. Alors parlons un petit peu plus en détail des colles. Les colles, en fait, c'est du mucus qui est devenu pathogène. Donc le mucus est une substance qui est produite par le corps pour protéger et lubrifier toutes les muqueuses du corps. Donc que nous parlions de la cavité buccale, respiratoire, vaginale, toutes ces muqueuses sont couvertes de mucus, pareil au niveau des yeux par exemple par les glandes lacrymales. Et donc c'est un peu comme le sébum, mais le sébum des muqueuses. C'est-à-dire que les muqueuses ont besoin d'un fluide qui est un peu moins gras que le sébum, qui est un petit peu plus fluide et qui conduit certaines enzymes comme le lysozyme par exemple, qui ont un effet immunitaire pour protéger l'entrée des substances nocives dans le corps, de bactéries, de virus, donc vraiment pour protéger et lubrifier. Le mucus est une sécrétion normale et désirable. Quand on commence à avoir un encrassement, une surcharge de toxines, le mucus va se charger en certains types de protéines qui vont rendre le mucus plus collant. Donc par exemple, si on a quelque chose dans l'œil qui reste trop longtemps, le mucus va essayer de se débarrasser de ce corps étranger en devenant lui aussi plus collant et ça va créer un œil qui colle et ensuite certains symptômes d'infection si ça traîne. C'est un exemple très simple évidemment. Forcément, quand on a un mucus qui est plus collant et qu'on arrive à éliminer moins facilement, ça va commencer à encrasser lentement les canaux par lesquels ce mucus et cette colle sont excrétés. Quand les canaux eux-mêmes sont très embouteillés, c'est la matrice extracellulaire qui devient encrassée, et donc lentement, c'est la cellule elle-même qui devient encrassée. Un grand facteur qui nous emmène à la production de colle, c'est pas uniquement les laitages, mais aussi avec la prise d'amidon et de sucre trop importante, voire d'alcool, comme la bière par exemple, qui est un alcool amidonné. On peut donc s'imaginer dans notre société où nous avons en général une prise d'amidon et de sucre bien trop importante que c'est un problème que nous voyons souvent au niveau du cabinet naturopathique. Les intolérances alimentaires peuvent elles aussi avoir tendance à former plutôt des cols, mais pas toujours. Alors quel genre de symptômes peut-on voir quand il y a trop de colle? Eh bien très simplement, au niveau de la sphère ORL, on va voir des toux grasses ou des glaires le matin. On peut avoir l'enfant qui a une otite séreuse, c'est-à-dire que quand on regarde au niveau du canal de l'oreille, on va voir une accumulation de fluide assez aqueux derrière le tympan. Et si ça traîne, ça va devenir une vraie otite, c'est-à-dire que ce mucus, cette colle, va être un environnement propice pour la prolifération de bactéries
Et donc, on va commencer à avoir maintenant des colles jaunâtres ou vertes et lentement la production de pus. Bien sûr, le pus est encore plus compact que les colles et va commencer à créer de la fièvre, de la douleur, etc. C'est la même chose avec des sinusites récurrentes. On peut avoir une personne avec un terrain allergique qui va commencer à faire des glaires au niveau des sinus, avoir le nez bouché ou des rhinites un petit peu tout le temps. Et ce sujet-là sera bien plus propice aux infections ORL que la personne qui n'a pas ce problème. Au niveau de la sphère dermatologique, on va aussi très souvent voir des symptômes de type accumulation de colle. L'acné, c'est un exemple classique. La glande sébacée ne produit plus simplement du sébum, mais du sébum qui va contenir certains déchets toxiques qui sont ensuite une excellente nutrition pour certains types de bactéries qui vont ensuite proliférer au niveau de la glande sébacée et créer le bouton d'acné que l'on connaît. Le furoncle, c'est la même chose que l'acné, sauf que c'est beaucoup plus gros. Donc un furoncle est un abcès vraiment au niveau de la peau qui peut devenir très très gros, vraiment de la taille d'une balle de golf, voire plus gros, et qui peut devenir assez dangereux pour la personne si on ne s'en occupe pas. Tout bêtement, une personne peut se plaindre d'avoir la peau trop grasse, c'est-à-dire une production de sébum qui n'est pas adaptée, euh, simplement parce que les glandes sébacées sont en train d'excréter des colles à longueur de journée, ou les kystes peuvent aussi être un exemple de colles qui se sont accumulées à un endroit, les lipomes également. Euh, on voit aussi ce genre d'accumulation dans les artères, donc quand on parle de personnes qui ont de l'athérosclérose par exemple, des triglycérides élevés ou des problèmes de cholestérol, c'est aussi une accumulation de colle à l'intérieur du corps que l'on voit sur le rapport du laboratoire. Dans la sphère gynécologique chez les femmes, on peut aussi voir l'apparition de glaires qui sont des glaires anormales. Donc dans le cycle menstruel de la femme, il est normal d'avoir certains types de glaires à différents moments du cycle. Donc si les glaires sont localisées autour de l'ovulation et ne sont ni jaunâtres ni odorantes, ce sont des glaires normales. Si par exemple elles commencent à avoir une odeur ou ne sont plus simplement transparentes, ça devient en fait une colle pathologique qui va encore une fois faire le lit pour que des candidoses s'installent ou des infections bactériennes de la zone vaginale. Souvent, avant d'avoir ce type de symptômes qui ont vraiment un nom de maladie, il va y avoir certains signes avant-coureurs. Donc, ce sont des questions à poser qui sont importantes lors de l'anamnèse de la première consultation. Ce n'est pas uniquement les symptômes évidents qui dérangent la personne, mais aussi certains petits symptômes plus subtils qui peuvent nous aider à faire de la prévention dans le futur. Donc, une langue chargée surtout le matin, avec des dépôts blanchâtres ou jaunâtres, c'est souvent de la colle ou au moins un grand symptôme d'encrassement. Beaucoup de personnes vont avoir le matin le besoin de s'éclaircir la gorge avec des glaires ou des sinus qui sont bouchés le matin. Ils ont besoin de moucher leur nez. Souvent chez les personnes à terrain plutôt allergique, encore une fois, c'est un symptôme d'encrassement dû au col. Les yeux collés le matin, donc bien sûr collés à cause de glaires inopportunes. Une tendance à la constipation. Forcément, quand on est constipé, on élimine très mal et on peut commencer à avoir un encombrement dû au col ou aux cristaux. Et on en a parlé tout à l'heure, avoir de l'hypercholestérolémie, surtout les triglycérides, est une indication d'accumulation de colle au niveau de la membrane artérielle. Il faut bien se rappeler que l'intérieur d'une artère, c'est un petit peu comme l'intérieur de la bouche. C'est un tissu très fin qui lui aussi peut sécréter tout un tas de choses pour aider à fluidifier le sang ou au contraire à guérir certains petits bobos, si on peut appeler ça comme ça, à l'intérieur des artères. Et quand ces débris deviennent trop collants, eh bien, ce sont une accumulation de triglycérides et de cholestérol qui peuvent bien sûr engendrer des maladies cardiovasculaires. En général, les cols qui ont une texture épaisse un peu comme du miel ont tendance à encombrer le système circulatoire, bien sûr, parce qu'il faut se rappeler que ces cols sont initialement produites dans la cellule. Donc quand elles sont rejetées, elles vont dans la matrice extracellulaire. Et ensuite, ces déchets vont aller dans le sang veineux, c'est-à-dire dans le système circulatoire. Et une autre partie, c'est-à-dire les débris plus importants, vont aller dans le système lymphatique. Si on arrive à se débarrasser de ces toxines correctement au niveau des émonctoires, pas de problème. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, ils continuent à se balader dans le système circulatoire et lymphatique et ils vont commencer à l'encombrer. Il y aura une sorte d'embouteillage qui crée un ralentissement. Évidemment, comme ça circule moins bien, les échanges entre les cellules
vont être compromis, les cellules vont avoir de plus en plus de mal à être irriguées, à absorber leur nutrition et à détoxifier. Généralement, l'installation des cols s'installe doucement. Elles sont lentes, elles sont collantes, ça se déplace pas vite, tout ça. Et elles repartent elles aussi assez doucement. Donc quand on commence un traitement pour un problème de col, il faut quand même penser bien 2 semaines à 3 mois avant de commencer à avoir une différence importante. Au bout de 2 semaines, les personnes se sentent déjà beaucoup mieux, mais il faut bien persévérer sur 3 mois pour voir les choses bouger de façon plus substantielle. Pourquoi les cols se forment? Souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de glucides, de sucre et d'alcool dans l'alimentation. Ça, c'est vraiment la première chose à voir et la plus facile à résoudre si on peut éduquer son patient correctement. Évidemment, après, il faut quand même beaucoup de discipline. Dans le monde dans lequel on vit, on est constamment euh, exposé à le bon panier à pain au restaurant, les bonnes pâtes, un petit verre de vin par-ci par-là, des desserts, du chocolat. Ça peut vraiment être difficile au niveau discipline, mais si le patient comprend bien que l'excès de glucides et de sucre et d'alcool contribue à son problème, ça peut l'aider énormément. Nos propres hormones doivent elles aussi être métabolisées, et les hormones en particulier, quand elles sont mal métabolisées, ont tendance à favoriser la production de col. L'exemple de l'acné est typique. Les jeunes enfants n'ont pas d'acné. Ils ont plutôt tendance à se débarrasser de leur col par la sphère ORL. Quand ils commencent à rentrer dans la puberté, ils ont donc la fabrication soudaine, enfin plus ou moins soudaine, de leurs hormones sexuelles, testostérone, estrogène, progestérone et d'autres hormones des surrénales. Ce qui va se passer avec ces hormones sexuelles, c'est qu'elles doivent elles aussi être métabolisées et détoxifiées, ce qui va se passer au niveau du foie, vésicule biliaire, intestin. Quand on a déjà des toxines qui sont accumulées avant la puberté et qu'on rentre dans la puberté, soudainement ce n'est plus juste la sphère ORL qui devient problématique, mais les cols sont maintenant rejetés par le sébum, ce qui va créer des problèmes d'acné, voire d'abcès. Donc nos propres hormones, on voit aussi ça beaucoup chez l'acné de l'adulte chez la femme, par exemple dans les ovaires polykystiques, c'est-à-dire que les hormones sont mal métabolisées par le foie, et donc ce qui va se passer, c'est que ce sont les glandes sébacées qui vont essayer de s'en occuper, et on va se retrouver avec de l'acné. Donc très souvent, quand on a un encombrement du col, il va vraiment falloir aller travailler au niveau de l'axe foie, vésicule biliaire, intestin. Je vous en parle à une minute, un cas clinique d'acné. Donc, le cas éventuel et le plus opportun, c'est quand on a un adolescent qui va se présenter au cabinet dans les débuts de l'acné. C'est-à-dire quand le problème est encore pas trop établi. C'est-à-dire que ça commence. Parce que là, on peut directement commencer à travailler sur l'élimination. C'est-à-dire sur l'axe foie, vésicule biliaire, intestin. Pour que les cols soient proprement métabolisées là où elles devraient et non pas au niveau de la glande sébacée. Donc chez cet adolescent-là, on va d'abord s'assurer qu'ils ne sont pas constipés, c'est-à-dire qu'ils évacuent leurs selles au moins une fois par jour et que les selles sont correctes, c'est-à-dire une longue saucisse bien formée qui n'est pas odorante et qui n'est pas difficile à évacuer. La plupart des adolescents, hélas, n'ont pas ce genre d'élimination parfaite et ils y vont plutôt une fois sur deux à la selle. Ou alors ils y vont tous les jours mais les selles sont difficiles, douloureuses, sèches. Ça nous indique que le foie n'est pas en train d'évacuer les cols correctement. Chez les adolescents, mais aussi chez les personnes adultes, en cas d'acné, il faut impérativement réussir à réduire les glucides. Donc pas seulement toutes les sucreries, boissons sucrées, etc., mais aussi réduire leur consommation en pain pâterie, qui est souvent beaucoup plus importante que leurs dépenses physiques et qui commence à créer la fabrication de toxines de type col. Chez l'adolescente ou chez la femme, pendant l'anamnèse, il est important de lui parler de son cycle menstruel, car très souvent l'acné va être aggravé avant les règles. Et donc on va savoir qu'il se passe quelque chose aussi au niveau de la sphère gynécologique qui est à régler. Nous avons parlé des émonctoires principaux, mais il faut bien se rappeler que quand ils sont surchargés, on a aussi certains émonctoires secondaires, qui ne sont pas vraiment censés être des émonctoires, mais s'il n'y a pas d'autre choix, le corps va s'en servir comme émonctoire. Donc par exemple, les glandes lacrymales peuvent devenir des émonctoires en créant des yeux collés le matin. Chez la femme, les règles peuvent être elles-mêmes un émonctoire, voire des saignements qui viennent de l'utérus entre les règles ou des glaires vaginales. Donc encore une fois, ce ne sont pas nos émonctoires favoris, mais ils peuvent devenir des émonctoires. C'est pour ça que le questionnement est vraiment très important pendant l'anamnèse pour savoir un petit peu où on en est. Un autre cas extrêmement commun,
c'est bien sûr le cas des sinusites récurrentes. Alors évidemment, on voit les rhinites et les otites chroniques très souvent chez les jeunes enfants, mais on va aussi le voir chez les adultes. Donc par exemple, un jeune homme de 25 ans qui a toujours eu un terrain allergique, qui a fait de l'asthme dans son enfance et des otites. Maintenant il a grandi, c'est moins l'asthme et les otites, mais maintenant il a des sinusites récurrentes et de la rhinite allergique quotidienne. Il se réveille le matin, il a des glaires dans la gorge, il doit éternuer, il a le nez encombré, il doit se moucher. Et une fois par mois, il va nous faire une sinusite assez méchante. Donc là, on voit tout de suite qu'il a des glaires importantes au niveau RL. On voit que ce sont des toxines du type col. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir dériver les toxines hors des poumons, c'est-à-dire hors de la sphère respiratoire et ORL, plutôt vers les glandes sébacées ou vers l'axe foie, vésicule biliaire, intestin, pour essayer de donner un peu moins de travail à l'émonctoire respiratoire qui est actuellement surchargé chez cette personne. Donc là, on utilise encore une fois le principe de dérivation. Nous parlerons des outils pratiques un petit peu plus tard. Nous allons maintenant plutôt parler des cristaux. Donc ça, c'est le deuxième type de déchet très commun qui peut parfois être plus dur à traiter, je trouve, que les cols. Les cristaux s'installent un peu plus tard dans la vie, donc c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais les cols sont beaucoup plus faciles à régler avec l'hygiène alimentaire que les cristaux. En tout cas, c'était mon expérience jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas celle de tout le monde. Donc les cristaux créent eux aussi naturellement un encrassement cellulaire. Habituellement, ce qui va se passer, c'est qu'on appelle ça des sables, c'est-à-dire des tout petits cristaux qui s'accumulent lentement. Donc pendant un moment, ce ne sont que des sables. Ils sont microscopiques, on ne les voit pas, peut-être qu'ils ne dérangent pas, ou peut-être qu'ils commencent déjà à créer certains types de symptômes. Et ce qui va se passer, c'est que quand un cristal se forme, c'est en fait du sable qui s'accumule lentement. Et à un moment, il y a une masse critique de sable qui a été solubilisée dans un liquide où on ne peut plus solubiliser ce sable et donc il se précipite en cristal. Les cristals sont durs, ils sont souvent pointus avec des morceaux acérés et où ils peuvent être ronds, mais dans tous les cas, ils sont capables de boucher des canaux et c'est bien là le problème, où ils peuvent se déposer dans les articulations et être très douloureux, ou ils peuvent se déposer au niveau de la peau. Donc souvent des sables microscopiques sont éjectés par les glandes sudoripares cette fois-ci et non pas les glandes sébacées. Quand ils sont éjectés au niveau de la peau, ils sont très irritants. Et c'est là où on va se retrouver avec des problèmes de peau qui gratte, d'eczéma très sec, de psoriasis très sec. Et là, on sait qu'on a à voir avec un problème de cristaux plutôt que de colle. Donc le prochain diapositive est un petit peu graphique, c'est pour vous montrer plus en détail à quoi peuvent ressembler les cristaux. Donc ce qu'on voit très souvent chez les enfants ou les personnes à terrain allergique, c'est la photo qu'on voit ici en bas à droite, c'est-à-dire de l'eczéma. Donc un eczéma bénin, c'est la peau qui est très sèche, mais ce n'est pas encore problématique. Donc ça, ce sont des cristaux qui se déposent déjà au niveau de la peau. Mais quand ça devient plus grave, ça devient vraiment de l'eczéma, qui est au début très sec, et plus on gratte et la peau est brisée par l'action de notre frottage, la peau a tendance à devenir une plaie et donc maintenant l'eczéma va se mettre à suinter. C'est le corps qui essaye de guérir ça. Le problème quand ça suinte, c'est qu'il y a des bactéries qui vont s'installer dans le liquide de suintage et on va se retrouver avec un eczéma infecté. Mais à la base, c'est plutôt un problème de cristal, c'est-à-dire d'équilibre entre la peau, les glandes sudoripares donc, et surtout les reins et un petit peu l'axe foie, vésicule biliaire, intestin. Beaucoup de nos eczémateux sont aussi constipés, en particulier chez les enfants. Les cristaux peuvent être faits de tout un tas de matières différentes. Donc par exemple au niveau de l'eczéma, on ne sait pas exactement quelles sont la composition de ces cristaux microscopiques, c'est donc plutôt une théorie d'observation. Mais ici en haut à gauche, on va voir une personne qui a de la goutte, ce sont des cristaux d'acide urique qui peuvent se mettre au niveau des articulations, notamment les petites articulations ou dans les coudes. On peut aussi voir, les deux autres photos sont des photos de vésicules biliaires qui ont été atteintes par des calculs. Donc la photo du bas à gauche, c'est une vésicule biliaire pleine de calculs et à côté, on voit le foie et la vésicule biliaire sous forme de schéma. Donc on voit que la vésicule biliaire, quand la bile elle-même devient trop pleine de toxines qui peuvent être soit des cols ou des cristaux, pendant longtemps, ça fait un liquide visqueux, c'est-à-dire une bile qui ne fonctionne pas bien, mais qui peut quand même passer dans le tuyau. Mais lentement, quand ces sables s'accumulent et finir par devenir des cristaux, eh ben, ça peut boucher, bien sûr,
les canaux qui mènent de la vésicule biliaire à l'intestin grêle et c'est extrêmement douloureux. Euh, et là, on voit la photo au milieu du diapositive, ce sont en fait deux reins qui sont obnubilés par des calculs rénaux. Donc ça, c'est pareil. Normalement, au niveau de l'urine, on va avoir un certain type de dépositions minérales qui doivent rester hydrosolubles dans l'urine. Quand on en a trop, ça commence à faire des sables qui peuvent eux-mêmes irriter la vessie, l'urètre, etc. et être douloureux. Et quand on a trop de sable, ça devient un cristal qui va s'installer au niveau du rein ou de l'urètre et être extrêmement douloureux. Donc la colique néphrétique ou la colique biliaire, souvent la personne va devoir aller aux urgences et s'en débarrasser par les méthodes conventionnelles. Et nous ensuite, les naturopathes, on pourra faire de la prévention, c'est-à-dire empêcher que ces cristaux et ces sables s'accumulent dans le futur une deuxième fois. Donc encore une fois, les cristaux sont surtout évacués au niveau des glandes sudoripares, au niveau des reins et au niveau de l'axe foie, vésicule biliaire, intestin. Donc que ce soit dans les problèmes de col ou dans les problèmes de cristaux, on veut soutenir les émonctoires. C'est extrêmement important et une très très grande partie de la médecine naturopathique. Alors comment les soutient-on? D'abord, bien sûr, il y a la diététique. Ce qui tombe bien, c'est que c'est à peu près les mêmes recommandations de base pour essayer de ne pas fabriquer trop de colle ou trop de cristaux. C'est-à-dire, il faut toujours plus de légumes, simplement parce que les légumes contiennent déjà des fibres, donc super pour notre axe foie, vésicule biliaire, intestin, puisque ça fait éliminer les sels correctement. Mais aussi les légumes ont tout un tas de minéraux alcalinisants, notamment le potassium qui se trouve en très grande quantité dans les légumes, et du calcium. Et tout ça, ça va aider à ne pas avoir des sables qui se déposent, notamment au niveau des reins, pour faire des calculs rénaux. Moins de sel, bien sûr. Donc, encore une fois, quand on a trop de sodium, ça va déranger l'équilibre des minéraux basiques, c'est-à-dire, encore une fois, potassium, calcium, et commencer à créer des problèmes, surtout des problèmes de cristaux. Le sucre, c'est plutôt parce qu'il occasionne des cols. Évidemment, comme le diabète est plus ou moins une épidémie dans le monde moderne, il faut vraiment beaucoup travailler pour réduire le sucre chez la plupart des individus. Idéalement, il faudra avoir 0,8 g par kilogramme de masse corporelle de protéines par jour, que l'on soit végétarien ou non. Donc parfois, il faut vraiment travailler avec la personne parce qu'il faut bien se rappeler que si on a un déficit en protéines diététiques, ce qui va se passer, c'est que tout un tas de déchets vont rester dans la matrice extracellulaire et ils vont plus pouvoir pénétrer au niveau de la vénule circulatoire ou rentrer dans le système lymphatique. Ce qui veut dire qu'on va avoir une accumulation de fluide dans la matrice extracellulaire avec œdème, donc jambes lourdes, cellulite, on se sent ballonné. Donc quand même l'apport de protéines, pas seulement pour son apport énergétique, mais aussi au niveau des symptômes est important. En gros, la plupart des gens doivent réduire leur apport en glucides. Et s'ils mangent des glucides raffinés, c'est-à-dire blancs, il faut impérativement passer aux céréales complètes qui sont beaucoup plus riches en nutrition et qui ont un apport de fibres important pour soutenir l'émonctoire intestin. Bien sûr, 2 litres d'eau par jour, donc ça c'est pour être sûr que les minéraux restent en suspension et ne se précipitent pas sous forme de cristal, donc ça soutient directement notre émonctoire rein, mais ça va aussi soutenir notre côlon où une grande partie de la réabsorption de l'eau va avoir lieu pour aider à lubrifier également les selles, pour ne pas avoir des selles déshydratés qui restent bloquées et donc constipation. L'assiette santé, ça nous vient de l'école de santé publique à Harvard. Donc c'est quelque chose qui a été récemment mis au point il y a quelques années et qui est finalement pas mal pour suivre nos conseils naturopathiques. Déjà, ils ont remplacé leur recommandation de boire plein de lait par jour avec de l'eau, donc ça c'est super. Et ils nous disent de limiter le lait et les produits laitiers à 1 ou 2 portions par jour, ce qui me paraît être un conseil pratiquement naturopathique et d'éviter les jus, parce que les jus, bien sûr, c'est un très grand apport en sucre, à moins que nous parlions de jus de légumes, qui sont bien sûr à boire en quantité le plus possible. Et d'éviter les boissons sucrées. Ils nous disent de limiter notre apport en glucides à en gros 1/4 de l'assiette. Nos protéines représentent aussi 1/4. Nos fruits, moi je dirais encore moins que ce qui monte sur ce diagramme. Et vraiment alors beaucoup de légumes. Pratiquement la moitié de notre assiette devrait être un légume qui n'est pas un légume à base d'amidon, c'est-à-dire pas une pomme de terre, une citrouille ou une carotte, mais tous les autres légumes. Et ils nous disent même d'utiliser des huiles santé comme l'huile d'olive. L'huile de canola, c'est difficile d'être d'accord avec ça,
Et bien sûr, ils nous disent d'éviter les gras trans. Donc finalement, je trouve qu'ils ont fait plutôt du bon travail. Et si la plupart de nos patients peuvent finir par s'alimenter comme le préconise cette assiette, c'est déjà très très bien pour essayer de limiter la formation de colle et de cristaux. Bien sûr, il faut se rappeler qu'on va avoir certains patients qui ont une alimentation exemplaire et qui ont quand même des problèmes de santé, sûrement parce qu'ils ont une génétique inadaptée à la détoxification des toxines modernes. Il faut bien se rappeler que pendant l'évolution, nous n'avions ni pesticides, ni herbicides, ni hormones de synthèse, etc. Ou alors ils vont être stressés avec une grande production d'hormones de stress, ce qui va créer des problèmes au niveau de la détoxification des hormones et donc un problème de type col. Donc l'alimentation, c'est pas tout, mais c'est quand même une très très grande partie de notre santé. Donc c'est toujours bien de réitérer ça auprès des patients et bien sûr l'exercice physique. Donc le mouvement fait que notre système circulatoire et lymphatique fonctionnent beaucoup mieux. On transpire, donc ça stimule nos glandes sudoripares. Donc encore une fois, le mouvement soutient aussi très très bien nos émonctoires. Bref, le b.a.-ba de la santé. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus en détail de comment soutenir nos différents émonctoires de manière plus ciblée, surtout grâce à la botanique. Alors, comment soutenir le foie? Déjà, on va savoir qu'il y a un problème au niveau du foie si d'abord on a un déchet type col qui s'accumule n'importe où ailleurs. Donc par exemple, si c'est dans la sphère ORL avec une grande production de glaire, par exemple, ou si par exemple on a des problèmes d'acné, c'est-à-dire les glandes sébacées sont surmenées, peut-être qu'on veut soutenir le foie en utilisant le principe de dérivation. Parfois, c'est le foie lui-même qui a aussi besoin de soutien quand on a certains problèmes de digestion notamment. Donc des sentiments d'indigestion au niveau de l'abdomen, des aigreurs, souvent on a carrément des douleurs au niveau du foie ou des problèmes de constipation. Tout ça, c'est lié au foie. Et nous allons avoir des herbes, des plantes médicinales avec des propriétés différentes pour soutenir tout ça. Donc dans le premier cas, on va essayer d'utiliser des plantes qui vont drainer le foie et qui vont donc améliorer la digestion. Évidemment, différentes plantes ont un profil légèrement différent. Donc, par exemple, l'armoise, c'est une plante qui a quand même un effet assez fort et qui est un stimulant assez important au niveau du foie. On va essayer de ne pas utiliser l'armoise chez les personnes qui ont les extrémités plutôt froides, des diarrhées abondantes ou la langue gonflée et pâle. Donc les plantes que j'ai listées dans la première liste, armoise, radis noir, chelidonium, fumeterre, curcuma et pissenlit, c'est plutôt pas chez les sujets avec cette tendance plutôt froide, si on peut appeler ça comme ça. C'est un concept qui nous vient vraiment de la médecine chinoise. Par contre, chez la personne qui a des diarrhées abondantes, la langue gonflée et pâle, qui se sent ballonnée, ce qu'en médecine chinoise on appelle une accumulation de colle de type froide, alors là on va surtout vouloir utiliser la véronique, le romarin ou le chardon-marie par exemple. Dans tous les cas, les vitamines B sont importantes pour la détoxification au niveau du foie. Et il faut bien se rappeler, comme on a vu précédemment, que le cycle entérohépatique est très important. Donc on veut absolument soutenir une flore intestinale en bonne santé pour que la muqueuse de l'intestin grêle soit en bonne santé et que le foie ne soit pas surmené par toutes ces toxines d'origine bactérienne et virale de notre flore intestinale. Donc on va vouloir alimenter le patient avec soit des probiotiques sous forme de suppléments ou alors des aliments fermentés comme kimchi, kombucha, kéfir, etc. Évidemment, il faut faire ça de façon individualisée avec notre patient. Il est intéressant de savoir que le radis noir que je vous ai mis en photo là est utilisé traditionnellement pour des cures détoxifiantes et qui est vraiment très utile pour aider tous ces petits problèmes digestifs qui sont souvent le signe d'un foie surmené. Donc souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une personne qui a une accumulation de colle, par exemple au niveau ORL ou au niveau de la peau avec de l'acné ou des abcès ou des kystes au niveau des ovaires, ce qui est également une accumulation de colle. Et quand on l'interroge un peu plus, elle-même ne pense pas que c'est un problème, mais on va se rendre compte qu'ils sont constipés, qu'ils ont des aigreurs d'estomac, qu'il y a certains aliments qui leur donnent de l'indigestion. Donc là, on va savoir que l'émonctoire dans la sphère ORL ou l'émonctoire de la glande sébacée est de toute façon déjà surmené et que le foie lui-même a un petit peu de mal. Donc on va essayer de soutenir le foie en priorité puisque les deux émonctoires présentent plus de symptômes.
Tout ça, c'est bien sûr en plus des conseils diététiques dont nous avons parlé précédemment. Donc si c'est un problème de tic-col, par exemple, des ovaires polykystiques, de l'acné, des abcès, des sinusites chroniques, des otites chroniques, on va d'abord changer la diététique et ensuite nous allons soutenir le foie, vésicule biliaire, intestin avec les plantes que je vous ai mises ici. Il est aussi intéressant de savoir que le pissenlit a aussi un petit effet diurétique, c'est-à-dire qu'il soutient aussi un petit peu les reins. Donc, bien qu'on classifie les déchets en type de colle et cristaux, qu'on essaie de classifier les cristaux étant plutôt les glandes sudoripares et les reins et les cols pour les autres émonctoires, on se rend compte évidemment que tout ça, ça collabore quand même. Et donc, on va avoir des plantes qui vont avoir un effet très marqué sur un émonctoire, mais un effet sur un autre émonctoire également. Voire, parfois, on a certaines plantes, c'est plus rare, qui vont avoir un effet marqué sur les deux émonctoires en même temps. Donc le pissenlit, je dirais que c'est plutôt une plante hépatique, mais qui a quand même un petit effet intéressant sur les reins pour essayer de distribuer justement l'élimination des toxines. Pour soutenir le foie, habituellement entre diététique et plantes, si c'est un problème de col, il faut bien prendre 2 semaines à 3 mois pour commencer à avoir une différence intéressante. Il est intéressant de voir que beaucoup de plantes qui soutiennent le foie sont des plantes à coloration jaune. Ici, je vous ai mis kélidoine, pissenlit, armoise et bien sûr la racine en bas, c'est du curcuma. On a aussi bien sûr la grande plante médicinale chinoise hépatique qui est le coptis, qui contient de la berbérine, tout comme les drases du Canada par exemple. Donc elles ont une coloration jaune, pas toutes naturellement. Et ont souvent des qualités très stimulantes et très froides, comme on dit en médecine chinoise. Ici, quelques autres plantes hépatiques. Je vous ai mis la véronique en haut à gauche, le fumeterre en bas à gauche et bien sûr le très fameux chardon-marie qui est un grand protecteur hépatique. Donc par exemple, on s'en cherche chez les alcooliques, chez les personnes qui reçoivent de la chimiothérapie, les personnes qui ont des problèmes plus avancés du foie comme des hépatites et des cirrhoses. Et ce sont toutes les trois des plantes à coloration plutôt mauve. Ensuite, comment soutenir les reins? La plupart des plantes qui soutiennent les reins ont un effet diurétique important. Pourquoi? Parce que simplement, les reins s'occupent de l'élimination des cristaux et pour que les cristaux restent bien dissous dans l'eau, il faut de l'eau. Il faut plus d'eau sécrétée par les reins que ce que l'émonctoire a fait jusqu'à présent. Donc nos plantes vont avoir un effet diurétique et certaines d'entre elles ont un effet très intéressant dans la dissolution des cristaux ou des sables urinaires. Donc une personne qui est déjà venue avec un problème de colique néphrétique ou même de cystite, de prostatite, etc., on va pouvoir utiliser le gaillet, l'hydrangée, la grande bardane, qui sont très connus pour leurs effets dissolvants et diurétiques. On va aussi bien sûr se servir de ces plantes si on a une personne qui a par exemple de l'eczéma ou une peau très sèche et qui démange. Là, on sait qu'il y a une accumulation de cristaux microscopiques au niveau de la peau, que la peau est surchargée, elle n'en peut plus, donc on a beaucoup d'eczéma. Donc là, on ne va pas seulement soutenir les glandes sudoripares, mais on va aussi essayer, bien sûr, d'utiliser le principe de dérivation pour soutenir les reins. Et d'ailleurs, nous avons un nombre de plantes qui ont une action très connue pour l'amélioration de ces symptômes dermatologiques, alors qu'elles agissent surtout au niveau des reins. Ici, je vous ai mis la pensée des champs au violat tricolore, qui est une plante très fameuse dans les problèmes d'eczéma et de démangeaison, surtout chez les jeunes enfants. Si on a urination douloureuse, on peut toujours servir de graines de carotte, céleri ou persil, qui elles trois ont un effet diurétique intéressant et qui aident la muqueuse au niveau urinaire et des reins à se remettre. Bien sûr, il faut boire plus d'1,5 litre d'eau par jour parce qu'il faut la présence de l'eau pour dissoudre tous ces cristaux et ne pas oublier un apport de légumes non amidonnés importante, c'est-à-dire pas les légumes racines mais tous les autres légumes pour leur quantité très importante en potassium qui est donc alcalinisante et qui va empêcher la déposition de tous ces cristaux soit au niveau des glandes sudoripares ou du rein. Encore une fois, j'ai mis ici en photo quelques-unes de ces petites plantes, le gaillet, l'hydrangée, pensée et grande bardane, qui sont des grandes plantes pour soutenir les reins. Pour soutenir les poumons, donc on va avoir besoin de soutenir les poumons si d'abord il y a un symptôme au niveau des poumons bien sûr, mais on va peut-être vouloir soutenir les poumons si on a les reins un petit peu surchargés. Donc une personne qui a eu des infections urinaires à répétition, qui a des problèmes d'énurésie,
qui a eu des cristaux au niveau des reins, des calculs. On va vouloir soutenir les glandes sudoripares, mais aussi les poumons, qui aident aussi à l'équilibre acide-base de l'organisme. Donc si on a cogestion de la sphère ORL, on va surtout utiliser des inhalations, très connues bien sûr, eucalyptus, thym, basilic, qui sont asséchantes et anti-infectieuses au niveau des sinus, de l'oreille, de la gorge, etc. Si on a plutôt une tendance atopique, allergique avec rhinite, sinusite, voire asthme, on peut toujours se servir du Solidago ou verge d'or, qui a un effet anti-allergique très intéressant. Et les personnes qui sont tout le temps en train de se moucher, qui toussent, qui ont un mucus très abondant, le marrube blanc peut être très intéressant dans ces cas-là. Alors voici une photo du Solidago verge d'or et du marubium blanc, qui sont utiles pour soutenir les poumons. Bien sûr, nous avons encore des centaines d'autres plantes médicinales pour soutenir tous ces émonctoires. Là, je fais simplement un résumé des grands principes et des principales plantes médicinales qui sont aisément accessibles, dont on peut se servir. Mais il y en a vraiment une multitude d'autres. Pour soutenir la peau, on a bien sûr les vieilles méthodes hygiéniques, c'est-à-dire des bains contrastés chaud ou froid. Donc c'est intéressant parce qu'on s'expose d'abord à de l'eau chaude, par exemple sous la douche, qu'on alterne avec de l'eau glacée pendant 30 secondes. Ensuite, on se remet sous la douche chaude pendant 30 secondes, ensuite sous la douche froide, et ça permet bien sûr de stimuler la circulation et d'accélérer aussi le trajet de la lymphe. Donc ça permet à l'embouteillage circulatoire ou lymphatique de bouger un petit peu. Toujours finir par une douche froide par contre, hein. La douche écossaise froide, jamais finir par du chaud parce que ça va créer une stagnation et une dilatation des vaisseaux qui n'est pas désirable. Bien sûr, les massages au cran de crin sont très utiles parce qu'ils vont stimuler les glandes sudoripares et les glandes sébacées, donc après la douche de façon quotidienne. Les massages tout bêtement aussi sont très utiles. Et le sauna qui devient de plus en plus intéressant dans le monde de pollution dans lequel on vit, car le sauna, notamment le sauna infrarouge, va stimuler les glandes sudoripares et vont mobiliser beaucoup de toxines qui sont stockées dans la graisse sous-cutanée. Donc toutes ces toxines vont passer au niveau de la glande sudoripare qui va les détoxifier de façon saine, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber dans un problème d'accumulation de cristaux par exemple. Si c'est les glandes sébacées qui causent problème avec acné, furoncle, etc. ou peau grasse, on va plutôt se tourner vers la bardane qui bien sûr a surtout un effet hépatique, mais c'est une de ces plantes qui va agir sur 2 émonctoires en même temps. Donc elle soutient très bien foie, vésicule biliaire, intestin, mais elle a aussi une action non négligeable sur les glandes sébacées. L'hydrase du Canada également, qui est surtout importante au niveau des muqueuses. Et bien sûr qu'il y a un élément hépatique aussi. Les glandes sudoripares, on peut les soutenir pas uniquement par les saunas, mais la prêle des champs, qui aide vraiment l'équilibre minéral dans le corps, c'est-à-dire avec la silice, le calcium, le potassium. Donc on utilise aussi la prêle dans les maladies dégénératives comme par exemple l'ostéoarthrite, l'ostéoporose. Mais elle travaille aussi au niveau des glandes sudoripares et peut donc être très intéressante pour l'eczéma, tout comme la pensée et le gaillet gratron. Voici une petite photo donc, de notre prêle des champs qui est très riche en silice. C'est une plante très ancienne et très riche en différents minéraux. Donc ici se termine avec cette dernière diapositive un petit résumé de la dernière heure de discussion. On a surtout parlé de l'encrassement des cellules par des déchets de type colle ou de type cristaux. Qui va s'opérer quand nos émonctoires sont hélas déjà surchargés par notre mode de vie moderne, c'est-à-dire une diététique inadaptée, riche en amidon, pauvre en légumes, riche en sel, riche en sucre, pas assez de liquide, c'est-à-dire de l'eau dans notre journée, et bien sûr dû à la pollution atmosphérique, pollution des pesticides, pollution des hormones de synthèse, pollution due à notre propre stress et nos hormones endogènes. Donc beaucoup de raisons d'avoir des émonctoires encrassés, en plus de notre capital génétique bien sûr. On va souvent donc soutenir l'organe qui est encrassé, qui nous pose problème, mais on va aussi utiliser le principe de dérivation, c'est-à-dire qu'avec nos ressources naturopathiques dont nous avons parlé, on va essayer de soutenir un autre émonctoire qui peut bien travailler avec soit la problématique de colle ou de cristaux pour essayer d'alléger un peu l'organe qui est saturé. Donc bien se rappeler que ce ne sont pas uniquement la botanique et les suppléments, mais l'hygiène de vie est bien sûr à la racine de tout ça, donc éduquer son patient
sur l'assiette santé, sur l'importance de l'agriculture biologique, sur l'importance de faire des cures où on ne respire pas que de l'air pollué. Et on a aujourd'hui aussi, bien sûr, les problèmes de Wi-Fi qui commencent à s'installer dans les allergies et autres problèmes de toxines. Donc voilà, c'était notre présentation sur l'encrassement cellulaire. J'espère que vous avez apprécié et en vous souhaitant une bonne journée.